pour terminer ce soir ce cycle de séminaire de cette année, je vais essayer d'ouvrir quelques éléments dont j'ai parlé et qui bien sûr arrache à la conception habituelle de la voix humaine, celle qui parle ou celle qui chante, et ceci à partir du fait que, après Freud, et après Freud transmis, passé par Lacan, la voix est appréhendée comme un objet pulsionnel. Alors ça ne va pas de soi, pour autant que, comme je l'ai mis là sur l'affiche, partir de l'objet pulsionnel, c'est effectivement prendre en compte la première phrase de l'affiche, à savoir, ça n'est pas ça. C'est pas ce n'est pas ça, c'est ça n'est pas ça. Il y a une part qui échappe à toute tautologie. Tautologie, ce serait ça et ça. Et la négation qui est en jeu dans le ça n'est pas ça est une négation productive. C'est évidemment pas non plus ce n'est pas ça, c'est ça n'est pas ça. Comme 2 et 2 ne font pas 4. Sauf par convention. Sauf selon un code qui a été défini, et ça s'applique directement au son, à la musique, puisqu'on sait bien que la gamme musicale a été définie à partir d'une répartition des fréquences, une répartition, on va dire, mathématique, voire algébrique, qui ne correspondent pas tout à fait au son, ce qui fait qu'un son, une note produite par un violon, la même note est produite par un piano, ça ne donne pas tout à fait la même chose. Et si l'on part de l'idée, bien sûr, que tout instrument de musique est une instrumentalisation de la voix, puisque je crois qu'on n'est pas d'accord là-dessus, alors, au commencement, bien sûr, il y a la voix. Mais qu'est-ce que la voix? C'est ce que j'ai essayé déjà d'aborder, quelque peu, et que je voudrais reprendre ce soir, en tant qu'objet pulsionnel, c'est-à-dire en tant que ce qu'on appelle avec Freud, l'objet partiel. Partiel. Hein, c'est ça, le ça n'est pas ça. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose, au niveau de l'objet, qui échappera toujours, pour autant que la quête qui est en jeu, bien sûr, n'est valable qu'en tant que quête, et non pas en tant que trouver l'objet. Alors tout ça, ça peut paraître bien sûr assez théorique, mais on ne se rend pas compte que, effectivement, c'est ça qu'on ne cesse pas de mettre en jeu. Et c'est ça qu'on exprime d'une certaine façon quand on dit je n'arrive pas à faire ceci ou cela. C'est-à-dire que je me remets toujours dans une certaine direction. C'est un peu rapide ce que je dis, mais c'est pour un peu montrer que c'est tout à fait... quand on répète quelque chose, en fait, la répétition
n'est pas une reproduction, il y a quelque chose en plus qui est quêté. Et qui est quêté pour autant que ce qui est quêté est à jamais perdu. Perdu. Alors on peut expliquer tout ça, je l'ai fait, je ne vais pas revenir là ce soir, mais je voudrais dire que simplement que dès qu'on parle de pulsion, est en jeu cette dimension d'une perte de quelque chose à jamais perdu. Par exemple, quand on parle de pulsion de mort, évidemment, ce n'est pas la mort dont il s'agit, ni de la destruction. C'est la perte de quelque chose. Et on est toujours fasciné par le sens, et on est fasciné par le mort, par exemple, hein, alors que ce qui est en jeu, c'est la pulsion. Bon. Donc, la voix est un objet pulsionnel, et plus précisément, alors là on avance, et là on sort de tout le cadre habituel, du fait que c'est un objet pulsionnel, j'insiste, c'est ce que l'on appelle un objet de jouissance. Jouissance n'étant pas le plaisir. Ce n'est pas l'hédonisme. Même si ça peut parfois provoquer du plaisir, un certain bien-être, on va dire. Hein. C'est autre chose. C'est pourquoi Lacan a écrit jouissance, J'-O-U-I, tréma E, sens, S-E-N-S, pour montrer qu'il y a quelque chose qui s'ouït, qui se jouit, qui se jouit, un jeu, un jouit, mais qui n'est pas au lieu du sens. C'est pas jouir. Justement, le sens étant l'objet là, ça échappe complètement au sens. D'où l'intérêt de ce manque entre jouit et sens. Alors, ce que j'avance à nouveau ce soir, là, bien sûr, n'est pas pensé, n'est même pas pensable habituellement. Pourquoi? Parce que à cette première expérience-là de jouissance, que Freud appelle une expérience de satisfaction, cette expérience de satisfaction qui met en jeu la dynamique relationnelle, c'est-à-dire la voix de l'autre, même si elle est incarnée par du son, le son que va produire par exemple essentiellement la voix maternelle, mais ça dépasse la voix maternelle. Et puis même s'il n'y a pas dans les faits la voix maternelle, c'est quelque chose qui est quand même entendu, puisqu'on touche à l'inouï, à quelque chose. Hein. Et pourquoi c'est comme ça? C'est simplement parce que c'est le langage qui met ça en jeu. Nous ne sommes pas des animaux, sauf à être des animaux parlants. Si nous sommes des animaux parlants, c'est parce que nous sommes en quelque sorte, nous sommes en quelque sorte fils du langage. Ce qui, bien sûr, est bien oublié actuellement, puisque le langage actuellement est rabattu sur la communication. J'ai dit ce que j'avais à dire sur ce comme-là, être comme là, hein, rendre comme hein, de la communication, je n'y reviens pas. Cette perspective de cette première expérience à jamais perdue, à jamais ça veut dire pour toujours, hein, va remettre en mouvement une dynamique de quête, néanmoins. D'une part, mais dans ce temps-là, ce temps énigmatique-là, qui n'est pas un temps chronologique non plus, il n'y a pas des stades comme ça, même si on peut dire qu'il y en a, enfin c'est pour un peu expliquer les choses.
Mais dans ce temps-là chronologique, qui n'est pas chronologique, justement, qui est un temps qu'on appelle topologique, ce temps-là va rapidement être recouvert, refoulé. Voilà. Parce que s'il n'est pas refoulé, l'être, on va dire parlant, il n'est pas encore parlant en ce moment-là, ne peut pas accéder à la parole. C'est-à-dire au sens. Autrement dit, pour accéder à la parole, il importe que soit sacrifié, là vous voyez le sacré qui apparaît, dont on a parlé, en montrant que le sacré c'était quelque chose qui virait à l'intouchable, le sacer latin, et on pourrait dire que maintenant qu'on parle beaucoup de la laïcité, on pourrait dire ceci, c'est que tout le religieux ça dépasse bien sûr les pratiques religieuses. Hein. Je signale que dans le religieux, il y a relié. Hein. C'est ce qui fait lien, le religieux. Hein. Il n'y a pas besoin que ça fasse un lien mystique, hein. Ou plus exactement un lien de pratique. Hein. Tout le religieux va avoir pour but d'essayer de contrôler cette jouissance du sacré, ce quelque chose de particulier, et j'allais jusqu'à dire que les voix aiguës, et spécialement le ténor ou les sopranes, peut-être plus les ténors, je ne sais pas pourquoi, enfin c'est mon expérience, vont, comme le montre l'histoire de l'opéra, en général, être mis à mort, et que ça n'est pas par hasard, c'est parce que la voix du ténor, le soprano du ténor, hein, c'est comme ça qu'on dit dans la langue, hein, c'est pas le soprano, c'est pas lié au sexe féminin, c'est la hauteur, la note haute, sopra, en italien. Hein. Le soprano du ténor vient toucher quelque chose qui est... Alors, vient toucher quelque chose qui est quoi? Qui n'est plus du domaine de la parole. Et on sait bien, quand on chante, quand on arrive à une certaine hauteur, les sons, tous les sons de la parole, et qu'il va même être assez difficile d'introduire de la discontinuité pour transmettre le texte, c'est-à-dire les syllabes, pour transmettre la compréhension. On est dans un autre monde. Donc, il va y avoir à un moment, évidemment on a oublié tout ça parce que tout ça s'est refoulé, bien sûr, hein. Il va y avoir le fait que l'humain, finalement, n'a pas le choix. Il faut qu'il accède à la parole. Et pour accéder à la parole, c'est-à-dire au sens, c'est-à-dire à la signification, c'est-à-dire à la voix qui parle, il importe, il faut, en quelque sorte, c'est une condition nécessaire, qu'il sacrifie la dimension pulsionnelle de la voix, qui est cette dimension de la jouissance. Sauf que, évidemment, c'est pas parce qu'il sacrifie que ce sera pour toujours rejeté. Et je crois qu'on peut dire que la musique, en général, les instruments de musique, mais plus particulièrement, on va dire, le premier instrument, c'est-à-dire la voix humaine, transmet déjà dans le parler, un peu, mais surtout dans le chanter, le fait qu'il y a quelque chose aussi bien de sublime, que Freud appellera la sublimation, en regard de la pulsion, que quelque chose de terrible.
d'horrible, que l'on peut retrouver par exemple lorsque, notamment en public, parce qu'il faut en général qu'il y ait du public, les masses les chaînes, ou lorsque par exemple un orateur comme Hitler fait entendre dans sa voix quelque chose de l'ordre d'un cri qui bien sûr dépasse complètement ce qu'il dit, hein, évidemment, mais transmet une part de jouissance horrible, horrible qui fait que la seule façon de l'écouter, je dirais même pas d'entendre, de l'écouter, parce qu'ils n'attendaient pas grand-chose, hein, de l'écouter, c'est effectivement d'obéir. Il y a une dimension, on pourrait dire, hypnotique dans cette part de la voix, aussi bien, c'est ça le truc, aussi bien quand elle est, on va dire, habillée, sublimée, pour faire entendre ce qui dans l'aria, chanté bien sûr, hein, comme tout aria en soliste, par un ténor par exemple, dans les aigus. Dans les aigus, ce qui est visé, c'est bien sûr la note haute, hein, le sopra, là, mais il s'agit de la faire briller de telle façon que la voix s'approche le plus possible de ce qui est horrible, ce sera par exemple le cri, à ce moment-là, mais recouvre, je ne sais pas comment il faut dire, on appelle ça sublimation, mais c'est un peu simple, mais on peut dire, fasse entendre par défaut le cri qui ne peut pas se faire entendre, sauf à en faire entendre l'horreur. Alors, évidemment, les maestros qui apprennent les techniques pour atteindre les aigus, pour donner un aigu qui ne soit pas poussé, pour donner un aigu comme ça qui engage le corps tout à fait autrement que sur un plan comme ça de cri, n'ont aucune idée de ce qu'on dit. Plus exactement, ils ont peut-être une idée, mais de toute façon, c'est complètement foulé. Et c'est bien des destins de la pulsion dont parlait Freud. Freud distingue en 1915, dans Pulsion et Destin des pulsions, quatre destins de la pulsion. Il y en a deux qui sont assez simples, c'est le retournement de la pulsion sur la personne, et le deuxième, c'est le fait que la pulsion passe d'un il appelle ça comment, voilà, le renversement dans le contraire, de l'actif au passif par exemple. C'est le cas du sadomasochisme. Hein. C'est pareil pour le renversement sur la personne. Mais il dit qu'il y a deux autres destins, c'est ça qui nous intéresse, c'est le refoulement. Et c'est parce qu'il y a un refoulement qu'on accède à la parole et au sens. Hein. Et puis il y a un autre qui est la sublimation. Mais il ne dit pas grand-chose sur la sublimation parce que, on va dire c'est sublime, mais bon, liminal, lumène, c'est-à-dire sublimène, ça veut dire qu'on est on est sous, mais bon, on est aussi au-delà d'un seuil, c'est ça là, d'une limite,
d'un seuil. On est ailleurs, en quelque sorte. Hein. Donc c'est ça la sublimation. On est dans un autre monde, en quelque sorte. Et cet autre monde, c'est pas un monde de satisfaction. C'est vrai que l'expérience de satisfaction dont il parle 10 années plus tôt dans l'esquisse d'une psychologie scientifique est à revoir selon la qualification, la nomination, mais ça c'est pas l'important. Hein. Freud faisait comme il pouvait parce qu'il était quand même seul hein, dans ses recherches. Hein. Bon. Alors, vous voyez que on peut à partir de là poser la question suivante. Mais qu'est-ce que c'est que l'opéra? Qu'est-ce qui se passe à l'opéra? Mais il y a une réponse qui est apportée, et justement elle est apportée par Hitler, par Adolf Hitler. En 1925, c'est une grande crise en Allemagne, il n'y a plus d'argent, les opéras qui peuvent exister sont réduits, hein, parce que la grande poussée de l'opéra, ça a été dans la deuxième partie du 19e. Par exemple, l'Opéra Garnier a été construit en 1865 ou à peu près, et l'opéra où Wagner va développer le Festspielhaus, là, c'est construit à peu près au même moment. Puis il y a la guerre, il y a en Allemagne, il y a toutes sortes de choses, mais il y avait quelque chose chez Adolf Hitler qu'il va après utiliser, il va se rendre compte qu'il a un certain pouvoir sur les foules, mais il y a quelque chose d'emblée qui est apparu. Là. Bien sûr, on va insister des fois sur le fait qu'il peignait, mais enfin bon, ce qu'il peignait, c'était pas grand-chose. Hein. Mais quand il va arriver au pouvoir, dans les années 1930-33, là, il va d'emblée décider qu'il y aurait 2 opéras par ville en Allemagne. Ça représente une dépense énorme. Et qu'il y en aurait 5 à Berlin. En pleine période de reconstruction de l'Allemagne, c'est-à-dire en période où il n'y a pas tellement d'argent. Hein. C'est montrer qu'il y a d'emblée une relation entre la voix qui chante à l'opéra, parce que c'est pas tellement pour les mises en scène, hein, c'est parce qu'il se passe quelque chose quand il y a un chanteur, quelque chose qui a lieu. Et donc le Palais Garnier, moi les opéras, hein, je ne parle pas d'opéra comique, là, hein, le Palais Garnier, donc date de 1865 à peu près, enfin disons à peu près au même moment que l'opéra de Bayreuth, là, le Festspielhaus. Hein. Bon. Puis la musique de Wagner, évidemment, se différencie de la musique des Italiens et de la musique des Français, parce que Wagner va beaucoup insister sur la continuité, sur la dissonance, etc., tout ça, qui vont, d'une certaine manière, réveiller un peu cette dimension de la jouissance, de l'objet de jouissance, de la voix comme objet de jouissance. Ce qui fait qu'évidemment, eh bien, les nazis, ils vont trouver dans la musique de Wagner, ça ne veut pas dire que Wagner l'a mis, hein, ils vont trouver dans la musique de Wagner ce qui leur convenait, parce qu'il y a effectivement quelque chose de ça dans la musique de Wagner. Cette jouissance, comment il faut l'appeler, horrible, terrible, qui était dans d'une certaine façon, que transmettait aussi, par le biais de ce cri, quand il parlait, Hitler. Et Hitler a été fasciné, bien sûr, par la musique de Wagner. Bon. Je voulais donc ce soir, pour un peu ouvrir sur quelque chose, peut-être pour ouvrir sur l'an prochain, je pense que je ferai sans doute quelque chose sur l'initiation, qui n'existe plus, mais qui existait chez les Grecs. Et essayer d'interroger la voix qui chante à l'opéra, parce que c'est pas que le son de la voix. Hein. J'en suis le premier témoin, puisque moi j'ai entendu quelque chose, dans un cri, j'ai entendu du silence.
Et le cri, il pousse au silence. Il pousse au silence, mais c'est un silence très particulier. C'est pas se taire, c'est quelque chose de fécondant, quelque sorte. Pour autant que ça peut remettre en mouvement la dimension pulsionnelle. Alors, ce que je voulais donc ce soir rappeler, c'est que du coup, comme je l'ai dit, Don Juan, bah oui, s'il nous fascine, c'est pas tellement. Ou alors, si on est uniquement pris dans le refoulement, on va dire, c'est-à-dire dans le sens, parce que, paradoxalement, le refoulement, ça vient du sens. Qu'est-ce qui est refoulé? Ça, c'est autre chose. C'est très compliqué, le refoulement. Hein. C'est pas j'ai refoulé quelque chose, non. J'ai refoulé un souvenir, ça, c'est pas le refoulement. Hein. Le refoulement vient du sens. Plus évidemment, le refoulement produit du sens. Donc, la parole est un effet du refoulement. Ce qui explique très bien qu'on va pouvoir accommoder la parole, la faire dériver vers la communication. C'est-à-dire le fait où tout le monde est dans la même boîte. Et donc, comment est-il possible d'apprendre la musique? Pour autant que la musique transmet cette dimension même de jouissance que la parole a rejetée pour apparaître. D'autant plus que, dès qu'on parle d'opéra, il y a un livret, c'est-à-dire il y a du sens. Donc vous voyez qu'on est en plein dans l'opéra, dans cette dimension pulsionnelle. Comment la dimension pulsionnelle peut apparaître, celle de la jouissance, avec ces deux versants, on va dire sublimes, extraordinaires, wonderful, etc., tout ce qu'on veut, hein. Wunderbar en allemand, hein. Quelque chose d'une merveille, et puis en même temps terrible, horrible. Par exemple, vous savez que les nazis dans les camps, on revient un peu à ça, parce que quand même, bon, quand dans les lagers, là, dans les camps, quand les gens revenaient, hein, notamment, il y avait toujours un peu de musique qu'ils entendaient. Vous savez pourquoi? C'est pas tellement pour les apaiser, hein, mais c'était sans doute pour les endormir complètement. Complètement. Et pour qu'ils obéissent encore mieux. Il y a, et là, on entend ça, les musiques d'ambiance. C'est complètement fait dans les... Vous voyez ça dans les hôtels, etc., partout, là. Hein. Il y a un caractère, même un opéra, hein. Il y a des voix particulièrement qui sont tellement belles que... elles ne mettent pas en jeu, finalement, le corps. C'était les voix des castrats, par exemple. Les femmes, les hommes aussi, peut-être, je sais, mais perdaient connaissance, tombaient dans les pommes, comme on y était complètement. Alors, sans doute, c'est parce qu'elle touchait à quelque chose de la jouissance. Et ce qui est cherché dans un aria, c'est ça, mais autrement. Autrement. Et quand on le produit, le ténor qu'il produit, au moment où il le produit, il n'est plus là. Ça dure. Évidemment, en parlant, je pense à ce qu'on appelle la petite mort, c'est-à-dire le moment de la jouissance, quand il n'y a plus de pensée. S'il y a quelqu'un qui pense, il ne jouit pas, vous savez bien ça. Bon. Mais c'est pas de la sexualité, évidemment. C'est pas une histoire de cul, c'est pas une histoire ça n'a rien à voir avec ça. Mais il y a quelque chose là d'insaisissable qui nous conduit, qui peut nous conduire à toucher à quoi? Lacan a conceptualisé ça. Il a appelé ça la jouissance de l'autre, autre grand A. L'autre, c'est la dimension du langage. C'est les signifiants qui sont là. Bon, je ne vais pas repartir sur des choses compliquées, parce que d'une part, je n'en ai pas le temps, mais enfin, c'est quand même ça. Le signifiant, c'est ce qui fait que ça n'est pas ça. C'est-à-dire que ça représente un sujet pour un autre signifiant. Le signifiant, c'est pas le signifié.
Le signifié, c'est par exemple ce qu'on va appeler une chaise. Le signifiant, c'est pas ça. C'est quelque chose qui joue uniquement au niveau du son, au niveau de l'homophonie. Donc voilà, nous sommes tordus, nous sommes déchirés, mais nous sommes aussi animés du fait de cette quête de jouissance, et c'est pour ça qu'effectivement, ce qu'on peut appeler l'art, hein, l'art, je reprends le mot de Queneau, là. Nous les muses aimons les arts. Mais le problème, c'est qu'est-ce que ça veut dire? Ah oui, j'en ai parlé la dernière fois. La dernière fois, je vous le disais, inconscient, voix lyrique. Et voix lyrique, ça peut se dire et, mais aussi le et, c'est le est, H-A-I-T, et dès qu'on dit est, on dit aussi aime. Donc oui, non. Ce que j'ai dit un peu aujourd'hui, c'est un peu tout ça. Ce qu'il peut y avoir de terrible dans la dimension pulsionnelle. Hein. C'est quelque chose qui n'est pas simple. Et dans notre période actuelle, c'est vrai que on voit bien que le politique, c'est ce que je vous disais tout à l'heure avec Hitler, mais bon, de façon moins importante, c'est toujours beaucoup intéressé à l'opéra. Comme si, le religieux aussi, le religieux, les pères de l'Église, on va dire, je ne veux pas dire le religieux, les pères de l'Église, hein, j'en ai parlé de ça. Hein. Un petit peu, mais pas trop. Hein. Il fallait rester dans des normes. Hein. Pas trop de mélisme, comme ils appellent ça. Hein. Pas trop de modulation, pas trop de... Hein. Parce que, finalement, il faut mettre un cadre dans tout ça. Il faut arriver à mettre la musique et la voix dans un cadre. Sinon, ça peut faire des ravages. Ce qu'a fait Hitler, par exemple, avec sa voix. Hein. Et donc, on touche avec, vous voyez, avec la voix humaine, surtout avec la voix, oui, telle qu'elle peut apparaître, quelque chose de radicalement, je ne vais pas dire ambivalent parce que ça ne veut rien dire, hein. Quelque chose de radicalement déchirant, pour autant qu'être déchiré, c'est pas du tout c'est être vivant. On touche la dimension pulsionnelle, c'est-à-dire cette force constante, comme dit Freud, cette force particulière, propre à l'humain, est liée au fait que nous sommes fils du langage. On touche à cette dimension-là qui peut faire de nous, eh bien oui, hein, finalement, le destin, un peu n'importe quoi. L'humanité, c'est aussi l'inhumanité. Voilà. C'est ce que je voulais dire pour m'arrêter ce soir du 19 juin. Voilà.